Bien. Alors, j'ai ouvert le... Même si je ne l'ai pas mis au bon endroit, enfin, je ne sais pas. J'ai ouvert le Moodle du cours sur lequel, donc à chaque fois, vous trouverez l'enregistrement de la séance et les diapos que je vous mets en haut, que je vous mettrai en haut tout à l'heure. Ou plutôt demain, parce que cet après-midi, je ne vais pas avoir le temps. Donc, on est en train de s'intéresser à la psychologie descriptive de Brentano. Et vous voyez que son projet, c'est de décrire les choses telles qu'elles nous les états mentaux dans la psychologie, telles qu'elles nous apparaissent dans la perception interne. D'accord ? Et si on extrapole un petit peu maintenant, cette approche descriptive, elle va avoir un grand rôle en philosophie parce que les élèves de Brentano, notamment, vont dire, et Brentano lui-même, il n'y a pas que les états mentaux qu'on peut décrire par la perception interne. On peut décrire tout un tas de choses. On peut décrire le monde extérieur par la perception interne. Pardon, pas par la perception interne, mais par la manière dont les choses nous apparaissent. Okay ? On peut décrire la manière dont les valeurs nous apparaissent, la manière dont les objets externes nous apparaissent, la manière dont les couleurs nous apparaissent, la manière dont les sons nous apparaissent, etc. etc. Donc ce projet en gros d'une description des apparences, même si Brentano ne parle pas dans ces termes, ça va avoir une influence considérable sur tout un tas de programmes de recherche en philosophie continentale, au sein de ce qu'on va appeler la phénoménologie, mais aussi en philosophie analytique. En philosophie analytique, vous avez un certain nombre de philosophes qui se revendiquent descriptifs. Strawson, par exemple, va dire « moi, je veux faire de la métaphysique descriptive ». Alors Strawson, il est dans une optique un peu plus, enfin même clairement plus kantienne, mais si vous lisez Wittgenstein, Austin, les philosophes du langage ordinaire, c'est aussi une approche descriptive des choses. D'accord ? On essaye de regarder la manière dont on décrit ordinairement les choses, et ça, c'est en grande partie dû au programme fondateur de Brentano. Alors, deux autres choses encore sur cette distinction entre psychologie descriptive et psychologie génétique, que vous compreniez bien quel est le type de projet qu'entreprend Brentano ici. Brentano, lui, il est très optimiste sur les résultats de la psychologie descriptive. Il pense que, même si c'est empirique, donc on va décrire les choses par l'expérience interne, souvenez-vous que c'est fondamentalement un empiriste, il n'aime pas les choses a priori, il pense que la psychologie descriptive, elle permet d'atteindre des lois exactes qui sont dépourvues d'exceptions et qui sont non contingentes, autrement dit, qui sont nécessaires. Exemple qui donne, l'apparence du violet est identique à l'apparence d'un rouge-bleu. Okay, donc dans le violet, on voit du rouge et du bleu. Il a tout un tas de travaux intéressants sur les mélanges de couleurs, notamment. Est-ce qu'il y a des couleurs fondamentales, des couleurs simples, etc. Puis ça, il pense que le violet, le fait que le violet soit composé de rouge et de bleu, ben c'est quelque chose, c'est une loi qui est absolument certaine une fois qu'on a bien opéré cette approche descriptive. Il n'est pas en train de dire que la psychologie descriptive, elle est infaillible. On peut se tromper dans la manière dont on décrit nos états mentaux, d'accord ? Et dont on décrit les choses en général. Et on verra tout un tas de suggestions d'erreurs qu'il propose. Mais lorsqu'elle marche bien, elle aboutit à des lois qui sont nécessaires. À l'inverse, la psychologie génétique, elle ne peut aboutir, même dans le meilleur des cas, qu'à des lois contingentes. Qu'est-ce que ça veut dire nécessaire contingente ? C'est des lois nécessaires, c'est des lois qui ne pourraient pas être fausses. Il ne pourrait pas être le cas que le violet ne soit pas composé de rouge et de bleu. Par contre, les lois causales, c'est pour ça que j'insistais dans les questions tout à l'heure sur les relations causales, les lois causales, elles sont contingentes. Par exemple, que telle stimulation sur la rétine produit une impression de bleu, donc si vous stimulez les cônes et les bâtonnets avec certaines longueurs d'onde, ça va créer une impression de bleu, ben ça c'est contingent, parce que cette chaîne causale qui va de la rétine à cette étincelle de la conscience, elle peut être cassée. Vous pouvez être daltonien, vous pouvez être, le nerf optique peut être sectionné, quelqu'un a pu s'amuser à inverser des connexions dans votre cerveau de sorte à ce que, au lieu de voir du bleu, vous voyez jaune, etc. Donc, toutes les lois causales, pour Brentano, elles sont contingentes. Mais nous, en philosophie descriptive, je dis nous parce que maintenant on va suivre Brentano, on ne s'intéresse pas à des lois causales, d'accord ? Si vous dites une émotion n'est pas un désir, ça, ce n'est pas un jugement causal, d'accord ? Donc, ces lois-là, qu'atteint la psychologie descriptive lorsqu'elle est bien faite, ce sont des lois qui sont nécessaires, qui n'ont pas d'exception et qui ne pourraient pas être fausses. D'accord ? Donc, vous voyez que c'est un projet très ambitieux qu'a Brentano. Dernier point, enfin, sur cette distinction entre psychologie descriptive et psychologie génétique, c'est que
la psychologie descriptive, vous l'aurez compris maintenant, elle est, dit Brentano, relativement indépendante de la psychologie génétique et elle ne devrait faire aucun usage de termes physiologiques ou physico-chimiques. Donc on peut décrire les apparences ou le contenu de notre perception interne sans faire appel aux neurosciences ou à la biologie. Okay. Par exemple, si la question est de savoir ce qui distingue les phénomènes mentaux des phénomènes physiques ou ce qui distingue une émotion d'un jugement, la réponse ne peut pas être « c'est tel ou tel processus physiologique ». Qu'est-ce qui fait qu'une émotion n'est pas un jugement ? Si votre réponse à ça, c'est de dire « c'est parce que le jugement, c'est ici dans le cerveau, alors que l'émotion, c'est ici dans le cerveau », Brentano va dire « vous avez tout faux ». On n'avait pas besoin de regarder dans le cerveau pour savoir qu'une émotion n'était pas un jugement. On le sait avant, en fait. On va regarder après dans le cerveau pour savoir comment les deux sont implémentés de manière différente, sont concrétisés, sont réalisés, quelle que soit la exemplifiée, identique, peu importe, quelle que soit la relation que vous préférez ici. Avant l'enquête neurobiologique, on sait qu'une émotion, ce n'est pas un jugement. Okay, et ça, c'est la psychologie descriptive qui nous le dit. Bien. Donc ça, c'est l'opposition entre psychologie descriptive et psychologie génétique. À partir de maintenant, on va laisser la psychologie génétique de côté, comme le fait Brentano. On ne va plus s'intéresser à la question de savoir quelles sont les relations entre les états mentaux et les états du cerveau, et on va juste s'intéresser à la psychologie descriptive. Est-ce que c'est clair pour vous, cette distinction-là, génétique, descriptive, et l'opposition entre les deux ? Oui ? Bien. Alors, au cœur, je vous ai dit tout à l'heure, de la psychologie descriptive de Brentano, il y a ce concept que vous avez vu sans doute apparaître à différents endroits dans vos études de philosophie jusqu'ici et dans vos lectures, le concept d'intentionnalité. La première chose à dire quand on parle d'intentionnalité ici, c'est qu'il faut que vous oubliez toute connotation qui a trait à la philosophie de l'action. Quand on parle d'intentionnalité en philosophie de l'esprit, depuis Brentano, on ne veut pas dire quelque chose qui est intentionnel dans le sens qui est fait exprès, qui est volontaire, qui cherche à poursuivre un but. D'accord ? Intentionnel, ça ne veut pas dire ça. Quand on dit qu'un état mental est intentionnel, et je vais y revenir, mais je vous dis déjà le point central maintenant, on va dire que cet état mental, il est dirigé vers un objet. Il porte sur quelque chose. Donc, votre audition, maintenant, elle est intentionnelle pour Brentano. Pourquoi ? Parce que votre audition, elle porte sur un objet, elle porte sur ma voix, sur les sons qui sortent de ma bouche. Il y a une distinction entre l'état mental et ce sur quoi porte l'état mental. Ça, en deux mots, c'est l'intentionnalité. Okay ? Donc, oubliez intentionnel comme volontaire fait exprès, et dites-vous intentionnel, c'est distinction entre ce que Brentano, ce qu'on appelait déjà à l'époque de Brentano, la distinction entre l'acte et l'objet. Un état mental, c'est l'acte, et tout état mental a un objet sur lequel il porte. Ça, c'est l'intentionnalité, dans le sens de Brentano. Okay ? Alors, j'ai un peu anticipé ici. On revient au projet de Brentano. Son projet central, c'est de mettre la psychologie sur la voie d'une science empirique et plus généralement la philosophie sur la voie d'une science rigoureuse. Okay ? Il trouve que la psychologie, ça part dans tous les sens, il y a tout un tas de théories qui fleurissent, on n'arrive pas à se mettre d'accord, mais lui, c'est un optimiste sur les progrès de la philosophie, comme le sont tous ses élèves. Ce sont vraiment des gens qui pensent qu'en philosophie, on peut faire des progrès, on peut améliorer les choses, on peut faire des découvertes, et des découvertes proprement philosophiques. Et il fait souffler un vrai vent d'optimisme et de créativité sur la philosophie. Et son but, lui, c'est de mettre la psychologie, pour commencer, sur la voie d'une science empirique. Première chose pour faire ça, en bon aristotélicien, Brentano dit, moi je veux faire de la psychologie une science. Première chose, je dois définir ce que c'est que la psychologie. Okay. Qu'est-ce que c'est que la psychologie ? Réponse aristotélicienne, la psychologie. Pourquoi aristotélicienne ? Parce qu'on définit dans l'optique d'Aristote les sciences par leurs objets. La psychologie, c'est l'étude des phénomènes mentaux, par opposition aux phénomènes physiques. Okay. De la même façon que la biologie, c'est l'étude du vivant, que la physique, c'est l'étude de la matière. La biologie, c'est l'étude des phénomènes mentaux. Bien. Question maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un phénomène mental ? Et ça va être toute la première partie, enfin les deux premières parties du livre de Brentano, La psychologie d'un point de vue empirique. Quelle est la marque du mental ? Qu'est-ce qui fait qu'un phénomène est un phénomène mental ? Qu'est-ce qui distingue les phénomènes mentaux des phénomènes qui ne sont pas mentaux ? Et pour dire phénomènes pas mentaux, Brentano va dire phénomènes physiques. On va voir que ce qu'il entend par physique, c'est un peu plus général que simplement physique. Parce qu'un nombre,
Ce n'est pas un phénomène physique, a priori, c'est une entité abstraite, mais pour Brentano, c'est un objet physique parce que ce n'est pas un objet mental. D'accord ? Donc, on fait une distinction entre les phénomènes mentaux et les phénomènes physiques. Et on sait tous assez bien la faire, cette distinction. Vous allez faire un petit exercice maintenant, vous allez travailler, ça va être très difficile, je vous préviens. Je vous donne des phénomènes, pour parler comme Brentano, et vous me dites si c'est mental et physique, ou physique. Okay. Un claquement de porte, mental ou physique? Fort. Physique? Très bien. Gagner. Le Mont Blanc, mental ou physique? Ouais. La vue du Mont Blanc, mental ou physique? Bien. Un regret, mental ou physique? Une croyance. Le téléphone du salon. Un doigt. La jalousie. La couleur de la neige. Ah, une hésitation. La couleur, on y reviendra. Un aimant. Très bien. Le souvenir d'un citronnier à menton. La connaissance du théorème de Thalès. Ah, mais vous êtes très très bon. L'envie d'un Florentin. Bien. Alors, on sait tous faire cette distinction-là. Il n'y a eu quasiment pas d'hésitation. D'accord ? On sait tous tracer la distinction entre ce qui est mental et ce qui est physique. Et la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on a fait pour faire ça? Sur quels critères on s'est appuyé pour distinguer mental de physique? Giacomo, vous froncez les sourcils trop fort pour ne pas avoir de questions. Alors, la couleur, vous pouvez penser qu'il n'y aurait pas de couleur sans états mentaux, si c'est ça que vous avez en tête. D'accord ? J'avais en tête que, mais peut-être je peux l'erreur d'être génétique et que les couleurs sont dépendantes de l'esprit qu'elle regarde. Quand un chien ne voit pas les mêmes couleurs qu'un humain. Alors très bien, mais la distinction mentale-physique, elle n'implique pas que tout ce qui est dépendant du mental soit physique. D'accord ? Vous avez des choses, peut-être comme les couleurs qui sont dépendantes du mental, mais ce n'est pas un état mental, une couleur. D'accord ? Peut-être que c'est dépendant d'un état mental. Hein ? Donc souvenez-vous que pour Brentano, la catégorie de physique, elle est très large. Okay ? Ça veut juste dire qu'il n'est pas mental, okay ? Qui n'est pas un état psychologique. Okay ? Une croyance, vous voyez bien qu'il y a une différence importante entre une croyance, une envie, une émotion d'un côté, puis une couleur d'un autre côté. Une couleur, c'est pas un état mental dans le même sens. Okay ? Ça dépend du mental, je pense que c'est ce que dirait... Brentano ne dirait pas forcément ça sur les couleurs par ailleurs, mais s'il devait accommoder cette thèse, il formulerait en termes de dépendance par rapport aux états mentaux, plutôt qu'en termes de dire qu'une couleur, c'est un état mental. Okay ? Vladimir ? La vue du Mont Blanc, la couleur de la neige, c'est des choses qu'on voit. Ouais. On a dit que la vue du Mont Blanc c'était mental, la couleur de la neige. Alors la vue, peut-être il y a une ambiguïté ici. Quand je dis ce que j'avais en tête dans la vue ici, c'est pas une vue comme il y a une jolie vue là-haut, vous pouvez la prendre en photo. La vue, c'est la vision du Mont Blanc, si vous voulez. L'expérience de voir le Mont Blanc. Okay ? L'expérience visuelle du Mont Blanc, c'est ça qu'il faudrait dire. Ça va mieux comme ça ? Okay ? Une couleur, ce n'est pas une expérience, c'est quelque chose qu'on expérimente. Okay ? Donc, ces distinctions-là dont on est en train de parler, vous allez voir qu'elles sont essentielles pour Brentano. Une de ses obsessions, et à juste titre à mon avis, c'est de traquer ce qu'on appelle la confusion entre les actes et les objets. Entre les cas où on parle des états mentaux et les cas où on parle de ce sur quoi portent les états mentaux. Okay ? La couleur, c'est ce que je vois, ce n'est pas la même chose que ma vision. Okay ? Ma vision, mon expérience visuelle, ça, c'est dans la tête, si on veut, même si c'est métaphorique, descriptivement, ma vision ne m'apparaît pas dans ma tête, mais c'est un état mental. Ce que je vois, même si ça dépend de l'état mental, si Giacomo a raison, enfin si l'hypothèse que soulève Giacomo est juste, ce que je vois, ce n'est pas dans ma tête, d'accord ? Ça peut dépendre de ce qu'il y a dans ma tête, mais c'est quelque chose qui m'est présenté comme étant dehors, d'accord ? Qui caractérise les objets. Ça va ? Hein ? Donc on va revenir longuement sur ces questions, ces distinctions acte-objet, parce qu'elles sont vraiment cruciales pour Brentano. Donc, la question que pose Brentano ici, elle est importante, elle est assez peu posée de manière systématique dans la littérature. Mais comment on distingue les phénomènes mentaux des phénomènes qui ne sont pas mentaux, donc qu'on appelle les phénomènes physiques? C'est la question qu'on appelle de la marque du mental. Sur quels critères nous sommes-nous appuyés pour opérer cette bipartition entre phénomènes mentaux et phénomènes non mentaux? Okay. Ça relève, selon Brentano, de la psychologie descriptive. Nous cherchons à décrire ce en vertu de quoi nous distinguons les phénomènes mentaux des phénomènes physiques.
Et vous voyez qu'il faut savoir faire ça pour vous adresser au problème corps-esprit après. Si vous voulez pouvoir poser la question, donner un sens à la question, quel est le rapport entre les phénomènes mentaux et les phénomènes physiques? Est-ce qu'ils s'y réduisent? Est-ce qu'ils sont identiques? La question qui n'intéresse pas Brentano, enfin qui l'intéresse mais qui ne le traite pas, vous devez vous entendre sur qu'est-ce que c'est qu'on appelle un phénomène mental. Il faut avoir identifié la chose qu'on cherche à expliquer. Bien. Donc on cherche la marque du mental pour Brentano. Qu'est-ce qu'on appelle cette marque du mental? D'un point de vue strictement abstrait ou formel ici, on va avoir différentes propositions concrètes, mais ce qu'on cherche, c'est une propriété, appelons-la M, qui est telle que tous les états mentaux et seuls les états mentaux possèdent cette propriété. D'accord? Donc on cherche, autrement dit, quelque chose qui va nous permettre de rendre vraie cette équivalence. X est un état mental si et seulement si X possède la propriété M. On veut savoir ce que c'est que cette propriété M-là. Vous voyez qu'on a deux implications ici. C'est une double implication, double flèche si vous faites de la logique. Ça veut dire si ce qui est à gauche est vrai, ce qui est à droite est vrai, et si ce qui est à droite est vrai, ce qui est à gauche est vrai. Donc, autrement dit, ce qui est à gauche, c'est une condition suffisante pour ce qui est à droite, et ce qui est à droite, c'est une condition nécessaire pour ce qui est à gauche. Alors, quand vous avez ce type de proposition-là, vous avez deux types de contre-exemples. Vous allez voir qu'on va les trouver à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, d'après Brentano, mais en tout cas pour certaines propositions. Soit vous trouvez un état mental qui ne satisfait pas la condition M. Okay, donc vous avez dit M, c'est ça, être un état mental, puis vous trouvez un état mental qui n'a pas cette propriété. Ou alors, vous trouvez quelque chose qui a la propriété en question, mais qui n'est pas un état mental. C'est les deux types de contre-exemples que vous avez quand vous avez une équivalence. D'accord ? Une définition. Autrement dit, une définition, elle repose toujours sur une équivalence. Vous avez ces deux types de contre-exemples-là. Alors, pardon, c'est abstrait pour l'instant, mais ça va devenir plus concret dès qu'on va maintenant mentionner les différentes marques du mental qu'envisage Brentano. Brentano, je vous ai dit, petite parenthèse, il a fait sa thèse sur Aristote, et il procède comme Aristote, et comme on vous recommande souvent de faire quand on vous dit commencer par l'état de l'art, quand vous écrivez vos mémoires, ce n'est pas une obligation, mais c'est souvent un bon conseil, c'est la manière dont procède Aristote. Il commence par dire sur ce sujet, qu'est-ce qu'ont dit les philosophes et les scientifiques avant moi. Okay ? Brentano, il fait pareil. Il se demande quelles sont les marques du mental. Premier chapitre, qu'ont dit les autres philosophes sur cette question, quelles sont les différentes marques du mental qui ont été proposées. Et il en trouve 3. La première, c'est que X est un état mental si et seulement si X n'est pas étendu. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un, ça? Qui c'est qui dit que les états mentaux sont des états qui n'ont pas d'extension? Ça vous rappelle personne? C'est Descartes. Descartes, la chose pensante, elle n'a pas d'étendue. Okay? Donc Brentano, c'est un grand lecteur de Descartes. Deuxième proposition, X est un état mental si et seulement si X est intentionnel. Et ça va être la grande idée de Brentano. Intentionnel dans le sens que je vous ai dit à maintenant, que je vous ai dit tout à l'heure, qui porte sur quelque chose de distinct de lui. Il y a une petite variante ici qui est de dire que X est un état mental si et seulement si X est intentionnel ou dépend d'un état intentionnel, est basé sur un état intentionnel, mais oublions ça pour l'instant. Oubliez le 2'. Et puis, troisième proposition, qui vient aussi de Descartes, c'est de dire que X est un état mental si et seulement si X peut être perçu de manière infaillible, si l'accès à X n'est pas sujet à l'erreur. Okay. Que va faire Brentano? Il va rejeter la première marque du mental. Ces trois marques, les marques 1 et 3, vous les trouvez chez Descartes, et ça, il la trouve, cette seconde marque du mental, il la trouve chez Thomas d'Aquin, donc un aristotélicien chrétien très important, évidemment, et il va remettre sur le devant de la scène l'importance de ce critère du mental. Donc Brentano, lui, il va retenir les critères 2 et 3. Il n'en aurait besoin que d'un, en principe, mais une de ses grandes idées, c'est que l'infaillibilité et l'intentionnalité, ou la conscience interne et l'intentionnalité vont de pair. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, précisément. On va bien comprendre ce que ça veut dire. Pour l'instant, retenez juste qu'on a deux critères différents de distinction des phénomènes mentaux et des phénomènes physiques, et qu'on va essayer de combiner les deux. Par contre, on ne veut pas du premier critère. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas... Oh là, mais j'ai des transitions, c'est quoi? C'est mes filles qui ont dû s'amuser avec mon PowerPoint. Peut-être, alors, du coup, j'ai peur pour les suivantes.
le premier critère. Critère de l'étendue. Donc je vous ai dit à l'instant, c'est le critère que proposait Descartes. Dans les principes de philosophie, le corps est une chose étendue, l'esprit est une chose pensante. L'esprit n'est pas étendu. Voici ce que dit Descartes. L'étendue en longueur, largeur et profondeur constitue la nature de la substance corporelle. Les chaises, les tables, les chats. Et la pensée constitue la nature de la substance qui pense. Bon, ça ne nous avance pas beaucoup. Car tout ce que d'ailleurs on peut attribuer au corps présuppose de l'étendue et n'est qu'une dépendance de ce qui est étendu. De même, toutes les propriétés que nous trouvons en la chose qui pense ne sont que différentes façons de penser. L'implication de ça, c'est qu'il n'y a pas d'étendue dans la pensée. Okay, la pensée n'est pas étendue. D'accord ? Tous les phénomènes mentaux, et seuls les phénomènes mentaux, ne sont pas étendus. Autrement dit, M, dans le schéma que je vous ai présenté précédemment, la propriété commune à tous les états mentaux, c'est de n'être pas étendus. Okay, ça, c'est la première proposition. Tous les états mentaux sont dénués d'étendue, et seuls les états mentaux sont dénués d'étendue. Ok. Est-ce que vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez une équivalence comme ça, vous avez deux types de contre-exemples. Est-ce que vous avez, premier type de contre-exemple ici, est-ce que vous pouvez penser à des phénomènes qui sont dénués d'étendue, mais qui ne sont pas des états mentaux? À ce moment-là, on aurait des raisons de rejeter cette première proposition, ce que veut faire Brentano. Donc des choses qui n'ont pas d'étendue, qui ne sont pas dans l'espace, et qui ne sont pas des états mentaux. Ça marche bien, j'arrive tout de suite, Maureen, pour la table, ça marche bien, elle a une étendue, mais elle n'est pas un état mental. Okay, est-ce que maintenant, il y a des choses qui n'ont pas d'étendue et qui ne sont pas pour autant des états mentaux? Maureen. Les nombres, très bien. Hein. Dès que vous avez des entités abstraites, les nombres, c'est l'exemple le plus courant, mais peut-être une théorie, c'est une entité abstraite. Certains disent qu'une symphonie, c'est une entité abstraite, contrairement à l'interprétation de la symphonie ou le concerto, peu importe, c'est une entité idéale. Une proposition, une signification, une idée sont souvent considérées comme des entités. Alors, oubliez idée, parce que vous allez me dire c'est mental, parce qu'il y a une ambiguïté acte-objet dans la notion d'idée, mais en tout cas, une proposition, un nombre, ce n'est pas des états mentaux, et pourtant, ça n'a pas d'étendue. Donc ça, c'est une objection à Descartes. Est-ce que vous avez d'autres objections en tête? Je vous en mentionne une qui vient de... je crois que j'ai mis Hume ici, oui, c'est ça. Hume dit, il y a certaines, et Brentano aussi, Hume ici, il y a certaines qualités sensibles, qualités perçues, qui ne sont pas étendues. Est-ce que vous arrivez à voir qu'est-ce que c'est qu'une qualité perçue qui n'aurait pas d'étendue? Le son, très bien. Hein, ça va être une des thèses de Hume, de dire il y a des qualités sensibles qui ne sont pas étendues dans l'espace. Et pourtant, un son, ce n'est pas un état mental. Hein. Donc il est d'accord, Hume, enfin, il anticipe la thèse enfin, il anticipe, pardon, oui. Brentano Hume est d'accord avec la thèse selon laquelle les états mentaux n'ont pas d'étendue. Peut-on en effet concevoir une passion longue d'un yard, large d'un pied et épaisse d'un pouce? La pensée et l'étendue sont donc des qualités complètement incompatibles et ne peuvent en aucun cas s'incorporer en un seul sujet. Donc il est d'accord avec une partie de la thèse de Descartes. C'est vrai que s'il y a de la pensée, cette pensée, elle n'est pas étendue. Okay, en revanche, il pense que Descartes a tort dans l'autre sens. Il dit, c'est pas vrai que si quelque chose n'est pas étendu, c'est pas de la pensée. Pourquoi? Vous voyez comment il poursuit. Une réflexion morale ne peut être placée à la droite ou à la gauche d'une passion, c'est bien dit. Et une odeur ou un son ne peuvent pas être de forme circulaire ou carrée. J'ai jamais vu une odeur circulaire. Vous avez déjà entendu un son triangulaire? Non. Alors Hume dit, ça montre qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas d'étendue, les odeurs et les sons, dans son idée à lui. Donc pour Hume, les odeurs et les sons n'ont pas de spatialité. C'est une question qui est en fait assez controversée, parce que si je vous fais ça ou si je vous fais ça, j'arrive pas à claquer avec la main gauche, vous arrivez à voir la direction différente dont viennent les sons, d'accord? Les sons, ils ont une spatialité, les sons. Enfin, on se retourne en direction d'un bruit. Donc c'est sans doute une thèse un peu trop forte, mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est qu'il y a des thèses, il y a des qualités sensibles qu'on peut percevoir, qui, d'après Hume, seraient dénuées de spatialité. On laisse tomber ça, et les idées abstraites, Maureen, vous les avez trouvées. Une dernière objection possible, on en a parlé un peu pour ceux qui ont suivi la métaphysique, c'est les événements. Vous vous souvenez que l'inscription
spatiale des événements est un peu problématique. Où est un événement? Certains disent qu'ils ne sont pas localisés directement dans l'espace, les événements. Ce sont les choses qui sont localisées dans l'espace et les événements sont localisés dans l'espace en vertu des choses dont ils dépendent. Donc le son qui sort de ma bouche est dans l'espace parce qu'il sort de ma bouche qui est dans l'espace. Okay. Laissons tomber les détails de cette théorie-là, mais en tout cas, vous voyez qu'il peut y avoir des phénomènes mentaux qui sont dénués d'étendue. Il peut y avoir des phénomènes dénués d'étendue qui ne sont pas mentaux. L'autre direction, si on veut évaluer cette... j'en fais un peu sans doute trop ici, mais c'est pour bien vous faire comprendre. C'est une recette très générale. Quand vous avez des équivalences, vous avez toujours ces deux types de contre-exemples, et Brentano discute de ces deux types de contre-exemples-là. Est-ce que tous les phénomènes mentaux sont dépourvus d'étendue? Est-ce qu'il y a des phénomènes mentaux qui sont étendus? Alors, on vient de le voir, Hume dit non, c'est impossible. Certains disent, en fait, oui, les douleurs, les démangeaisons, les chatouilles, les orgasmes, tout ça, c'est des phénomènes mentaux qui ont une localisation corporelle. Donc on aurait des états mentaux dans les doigts de pied. Je vous ai mis une citation de Brouwer, qui est un des rares philosophes contemporains à défendre ça. On reviendra sur la question de la douleur. Okay. Donc Brentano, il n'est pas pour ce critère, pour principalement les premières raisons qu'on a vues. Il pense qu'avec Hume, qu'il y a des effets, qu'il y a des phénomènes qui ne sont pas mentaux et qui sont dénués d'étendue. Donc, il pense que c'est trop disputé. Il veut mettre la psychologie sur les voies d'une science, donc il veut trouver un critère qui est accepté par tout le monde. Okay. Et bien, celui-là, il n'est pas accepté par tout le monde, Hume. Et par ailleurs, il a une chose qu'il n'aime pas et qui fait bien de noter, c'est que c'est un critère qui est juste négatif. D'accord ? Ça vous dit juste le mental, c'est pas étendu. Mais si vous voulez faire de la psychologie une science, il faudrait savoir un peu plus positivement ce que c'est que le mental. Et ça nous conduit à son critère principal, qu'on va appeler le critère de l'intentionnalité. C'est sans doute la chose pour laquelle Brentano est resté le plus célèbre. Si vous parlez de Brentano à des gens qui le connaissent assez peu, des philosophes qui le connaissent peu, ils connaissent au moins ça. Oui, c'est celui qui a introduit le critère de l'intentionnalité pour définir le mental. Okay. Donc pour la prochaine fois, je vous mets en ligne ça cet après-midi si j'ai le temps, mais je ne suis pas sûr d'avoir le temps. Mais en tout cas, je le fais demain. Lisez le livre 2, le chapitre 1, c'est pas très long, et c'est là où Brentano introduit cette notion d'intentionnalité qu'on discutera en détail. Et ce chapitre contient notamment ce passage qu'on va lire et relire, qui est ultra célèbre. Vous devez le connaître par cœur, presque comme une poésie, vous devez vous répéter tous les soirs en allant vous coucher. C'est un passage qui a été très influent, okay, sur la psychologie pour Brentano, pour les élèves de Brentano et pour tout un tas de développements philosophiques ultérieurs. Voici ce que dit Brentano. Tout phénomène mental est caractérisé par ce que les scolastiques du Moyen-Âge appelaient l'inexistence intentionnelle ou mentale d'un objet, et ce que nous pouvons appeler, non sans ambiguïté, la référence à un contenu, la direction vers un objet qui ne doit pas être compris comme une chose, ou l'objectivité immanente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout phénomène mental inclut en lui quelque chose comme un objet, bien qu'il ne le fasse pas tous de la même manière. Tout phénomène mental inclut en lui un objet vers lequel il porte, mais ils le font différemment. Dans la présentation, quelque chose est présenté. Dans le jugement, quelque chose est affirmé ou dénié. Dans l'amour aimé, dans la haine haïe, dans le désir désiré, et ainsi de suite. Cette inexistence intentionnelle est une caractéristique exclusive du phénomène mental. Seuls les phénomènes mentaux ont de l'intentionnalité. Aucun phénomène physique n'exhibe quoi que ce soit de semblable. Nous pouvons de ce fait définir les phénomènes mentaux en disant qu'ils sont ces phénomènes qui contiennent un objet intentionnel en eux-mêmes. Les phénomènes mentaux contiennent un objet intentionnel en eux-mêmes. Alors, ça, c'est un passage célèbre, influent, un passage compliqué, parce qu'en réalité, dans ce passage, vous avez deux thèses pour le prix d'une. Brentano défend simultanément deux thèses qui sont distinctes et indépendantes, et il fait un peu comme s'il défendait une seule thèse. La première thèse, c'est que l'intentionnalité, la référence à un objet distinct, c'est
la marque du mental. C'est ça qui fait qu'un phénomène est mental. Tous les phénomènes mentaux portent sur des objets distincts d'eux-mêmes. Si je désire, il y a quelque chose que je désire. Si je jalouse, il y a quelqu'un que je jalouse. Si je juge, il y a quelque chose que je juge. Si je vois, il y a quelque chose que je vois. Si j'entends, il y a quelque chose que j'entends, etc. D'accord ? Et ça, c'est la marque seulement des phénomènes mentaux, dit Brentano. Si j'entends, il y a le son que j'entends. Le son, c'est l'objet de mon état mental, de mon audition. Okay ? Le son, par contre, ben lui, il ne porte pas sur autre chose que lui-même. Il est contenu en lui-même, si vous voulez. Il n'est pas dirigé vers autre chose. D'accord ? La perplexité de Florian, maintenant, elle porte sur quelque chose. Ce mot intentionnalité, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Okay, elle a un contenu. Qu'est-ce que veut dire ce truc ? Okay. La croyance que vous avez que le cours va terminer à l'heure, ben elle porte aussi sur un contenu. Okay ? Elle porte sur quoi ? Sur l'idée que le cours va terminer à l'heure. Okay ? Ça, c'est sur quoi porte votre croyance, etc., etc. Donc, ça, c'est l'idée centrale qui va nous occuper ici. Cette idée qu'une marque essentielle des phénomènes mentaux, c'est d'être dirigé vers autre chose qu'eux-mêmes. Okay ? C'est comme des flèches qui essayent d'attraper quelque chose à l'extérieur d'eux. Okay ? Votre perception, la perception, c'est le cas sans doute le plus clair, c'est celui dont part Brentano, en bon empiriste. La perception, elle porte sur quelque chose d'autre qu'elle. Si vous voyez, il y a des couleurs que vous voyez. Si vous entendez, il y a un son que vous entendez. Si vous goûtez, il y a des goûts que vous goûtez, des saveurs que vous goûtez. Si vous sentez olfactivement, il y a des odeurs que vous sentez olfactivement. Si vous touchez, il y a des pressions que vous touchez, que vous sentez, etc. Okay ? Ça, c'est la thèse de l'intentionnalité. Alors, cette thèse de l'intentionnalité, Brentano, dans le passage que je viens de vous lire, il nous la vend avec une autre thèse, qui est la thèse de l'inexistence. Qu'est-ce que c'est que la thèse de l'inexistence ? Et ça nous ramène à la question que vous posiez tout à l'heure, Giacomo, sur les couleurs. C'est que les objets auxquels réfèrent nos états mentaux sont inexistants dans le sens où ils existent à l'intérieur des états mentaux ou sont immanents aux états mentaux. On va voir ce que veut dire cette thèse par la suite, mais elle veut dire quelque chose que ceux d'entre vous qui ont lu les philosophes modernes, en particulier Descartes et Locke, connaissent bien, en tout cas dans l'interprétation standard de ces auteurs, c'est ce qu'on appelait la théorie du voile des idées. Pour les philosophes modernes, les choses qu'on voit, les choses qu'on entend, ce n'est pas les choses qu'il y a dans le monde extérieur indépendamment de nous. C'est des choses qu'il y a dans notre esprit. Okay ? Donc les couleurs qu'on voit, comme le disait Giacomo tout à l'heure, elles n'existent pas si on ne les voit pas. Il y a tout un tas de raisons qui sont avancées en faveur de cette thèse. Que si vous scrutez la table au microscope, les couleurs disparaissent ou changent. Le fait que, d'après les philosophes modernes qui souscrivent à cette thèse, moi, si je vois la table, je vois comme un trapèze dans ce sens-là, tandis que vous voyez comme un trapèze dans ce sens-là. Donc une même table ne peut pas avoir des formes incompatibles. Donc la forme que je vois, elle doit être dans mon esprit, de la même manière que la forme que vous voyez, elle doit être dans votre esprit. Je vous donne juste en quelques mots des motivations pour cette thèse qu'on appelle réalisme indirect, auquel souscrit Brentano en 1874. Donc deux thèses pour le prix d'une. La première thèse, tous vos états mentaux portent sur un objet. La deuxième thèse, les objets de vos états mentaux existent à l'intérieur, dans votre esprit, dépendent de vos états mentaux. Vous voyez que c'est deux thèses indépendantes, parce que vous pouvez très bien dire, quand je vois Giacomo maintenant, c'est Giacomo que je vois, ce n'est pas l'image de Giacomo dans mon esprit, comme le suggère Brentano. Okay ? Donc vous pouvez très bien accepter la première thèse, et pas être un réaliste indirect, mais être ce qu'on appelle un réaliste direct, de dire les objets de mes états mentaux, c'est des objets dans le monde extérieur. Brentano, il a les deux thèses à la fois, et ce qui complique la lecture de ce passage, c'est qu'il les présente comme si ça faisait qu'une, en fait. Mais il y a deux distinctions importantes qui sont des distinctions distinctes. La première distinction, c'est la distinction entre l'acte et l'objet. Okay ? Et la deuxième distinction, c'est la distinction entre est-ce que l'objet dépend pour son existence de l'acte qu'il perçoit, ou est-ce que l'objet est indépendant pour son existence de l'acte qu'il perçoit. Okay ? Et vous pouvez croiser ces deux distinctions indépendamment. Alors nous, on va s'intéresser à la première thèse. Enfin, je vous dirai quelques mots de la seconde, parce que c'est vraiment la thèse
qui a été la plus influente de la part de Brentano. Qu'est-ce que l'intentionnalité? Donc je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas comprendre l'intentionnalité comme quelque chose qui a à voir avec la volonté ou l'intention. Okay. Même des états qui sont passifs, qui ne sont pas intentionnels pour Brentano, sont intentionnels. Donc l'intentionnalité, c'est simplement le fait pour un phénomène de référer, d'être à propos de porter sur ou encore d'avoir pour objet un autre phénomène. Ma vision d'un figuier a pour objet le figuier. Ma vision, c'est l'acte de ma perception et le figuier, c'est son objet. Okay. Donc ça, c'est le schéma de base ici. Vous avez des actes qui sont ce qu'on appelle les états mentaux, les phénomènes mentaux pour Brentano. Votre vision, votre audition, vos émotions, vos croyances. Et tous ces actes sont dirigés pour Brentano vers des objets. Si vous croyez, il y a quelque chose que vous croyez. Si vous voyez, il y a quelque chose que vous voyez. Là, c'est ce que vous voyez, ce que vous croyez, ce que vous entendez, les sons, les couleurs, le contenu de vos croyances, etc. D'accord ? Et cette flèche, c'est l'intentionnalité. Vos états mentaux, ils portent sur ça. Okay ? Ils présentent ça, ils représentent ces choses-là qui sont distinctes d'eux. Ça va, ça ? Donc si vous avez ça, si vous avez attrapé cette idée-là, vous avez le cœur de l'idée de l'intentionnalité. Okay. Elle n'est pas si simple à attraper, cette idée-là. Parce que cette idée d'être à propos d'eux, porter sur, représenter, référer à, on n'est pas toujours sûr de bien l'attraper. Mais si vous l'avez eu, maintenant, vous comprenez ce que c'est que l'intentionnalité chez Brentano. À chaque fois que vous avez un état mental, cet état mental est dirigé vers quelque chose qu'il représente. C'est son objet. Alors vous pouvez vous dire, c'est trivial ça en un sens. Une fois que vous avez attrapé l'idée, vous dites, ouais, bon, tout ça pour ça, pourquoi on en fait une telle... on discutait déjà de la distinction acte-objet avant Brentano. Et Brentano, lui, il dit, c'est ça la marque du mental. Okay, ça, c'est ça. Son premier grand apport, c'est de dire, c'est ça qui définit ce que c'est qu'un état mental. Et le deuxième grand apport de Brentano, c'est à l'aide de cet outil-là, de pouvoir ensuite distinguer différents types d'états mentaux. Il va dire, il y a différentes manières de se référer à un objet, différentes formes de ces flèches-là, et ça va permettre de distinguer les trois grands états mentaux qu'il a, à savoir la présentation, le jugement et l'amour et la haine qui sont la troisième classe. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, de cette idée très simple, Brentano fait non seulement un fondement de la psychologie scientifique, et ensuite un fondement pour la cartographie des différents types d'états mentaux. Okay. Alors, je ne veux vraiment pas que vous la ratiez, l'idée. Donc, je vous ai encore matraqué avec des exemples ici. Là, vous avez les actes, à gauche les actes, à droite les objets. Entendre, c'est un état mental qui porte sur un son. Voir, c'est un état mental qui porte sur une couleur. Vouloir, c'est un état mental qui porte sur manger, fatalement. Qu'est-ce qu'on peut vouloir d'autre ? Se souvenir, c'est un état mental qui porte sur ses vacances. S'attendre à, c'est un état mental qui porte sur une bonne nouvelle. Penser à, c'est un état mental qui porte sur Julie. Admirer, c'est un état mental qui porte sur Mariette. Détester, c'est un état mental qui porte sur Julie. Mais non, on ne déteste pas Julie, je ne sais pas pourquoi j'ai mis Julie là. Regretter, c'est un état mental qui porte sur une remarque. Désirer, c'est un état mental qui porte sur une glace. Sentir, c'est un état mental qui porte sur une douleur, etc. Donc ça, tout ça, c'est des références intentionnelles ici. Les états mentaux d'un côté, les objets des états mentaux de l'autre. Okay. Thèse de Brentano, toute la psychologie, c'est ce qui est à gauche ici, c'est toutes ces choses qui portent sur d'autres choses qu'elle. Tous ces phénomènes qui portent sur d'autres phénomènes qu'eux. C'est ça qu'on étudie en psychologie. Okay. Si vous voulez faire de la psychologie une science, intéressez-vous à ces états mentaux-là, ceux qui sont comme des flèches, ceux qui cherchent à atteindre quelque chose en dehors d'eux. Quelle heure est-il ? Est-ce qu'il faut que je vous dise ça maintenant ? Oui, je vais vous dire ça maintenant. OK. Alors, le premier état mental sur lequel s'appuie Brentano, dont il parle tout le temps, vous verrez dans son texte, c'est ce qu'il appelle la présentation. On a des états mentaux qui nous présentent certaines choses. Pas qui nous présentent comme quand vous présentez quelqu'un à quelqu'un d'autre, mais vous percevez, dans la perception, il y a quelque chose qui vous est présenté. Vous pensez, dans la pensée, il y a quelque chose qui vous est présenté, tout le temps. Et il a introduit ce premier critère, c'était le 2' que je vous disais tout à l'heure dans les marques du mental. Il dit, les états mentaux sont des présentations, soit sont basés sur des présentations. Okay. Ça, c'est la première tentative qu'il fait. Vous verrez ça dans le passage qu'on a tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'un objet nous est présenté ? Brentano dit, ça veut dire qu'un objet nous apparaît. Dans tout phénomène mental, un objet apparaît. Okay. Et la psychologie descriptive, elle décrit
les apparences et la présentation des apparences. Donc ce premier critère-là, c'est une petite variation, je la mentionne parce que ça a eu une influence sur certaines thèses de Brentano et sur certains auteurs par la suite. C'est de dire, c'est pas que tous les états mentaux sont forcément dirigés vers autre chose, mais c'est que tous les états mentaux dépendent d'une présentation qui, elle, est dirigée vers quelque chose. Par exemple, si vous désirez quelque chose, ce que vous désirez vous est présenté. Si vous entendez quelque chose, ce que vous entendez vous est présenté. Donc vous voyez que c'est une thèse un peu différente. Vous avez deux versions de la thèse de l'intentionnalité. Vous avez la version forte qui vous dit tous les états mentaux en eux-mêmes sont dirigés vers quelque chose de distinct d'eux. Puis vous avez une thèse un peu différente qui dit tous les états mentaux soit sont dirigés vers quelque chose de distinct d'eux, ça ce sont les présentations, soit dépendent d'une présentation qui elle est dirigée vers quelque chose de distinct d'eux. Dans cette seconde version de la thèse, pour changer un peu, si vous détestez Marc, parce que c'est l'amour de Julie, donc vous détestez Marc, votre détestation de Marc porte pas forcément sur Marc, mais votre détestation de Marc dépend d'une présentation de Marc, du fait que Marc vous soit présenté. Okay, et grâce à ça, vous détestez Marc. La présentation, c'est la forme... Alors, ça, c'est une version plus faible de la thèse de Brentano, mais la raison de la mentionner là, c'est la suivante. C'est que même si ce n'est pas, à mon avis, la thèse ultime que retient Brentano, il retient une thèse par la suite assez proche. Je vous ai dit que Brentano distingue trois types d'états mentaux, la présentation, le jugement et l'amour et la haine, la troisième classe. Ce que Brentano va dire, c'est que la présentation, c'est toujours le type d'état mental fondamental. Vous ne pouvez pas être dans un état mental sans être dans un état mental de présentation. Pensez en première approximation à la présentation comme une perception. Ce n'est pas vrai, on verra tout à l'heure, on verra la prochaine fois, mais pour commencer, ça aide. Et ce que dit Brentano, c'est de dire, pour pouvoir désirer quelque chose, vous devez le percevoir, pas forcément avec vos yeux, mais en avoir une idée. Okay, si vous désirez que ce cours s'arrête enfin, vous devez pouvoir imaginer la fin du cours. Si vous désirez manger une glace, vous devez pouvoir avoir une présentation de la glace que vous voulez manger. Si vous détestez Jean-Marc, vous devez avoir une présentation de Jean-Marc. D'accord ? Donc ça, c'est la raison pour laquelle, pour Brentano, la présentation est l'état mental fondamental. Bien. Je crois que je vous en ai assez dit pour aujourd'hui. Je ne veux pas alourdir en ajoutant une nouvelle complication à la précédente. Donc pour synthétiser, j'arrête là, je fais juste une brève conclusion. On va s'intéresser dans ce cours à ces trois auteurs, Brentano, Meinong, Husserl. Je vous ai présenté l'importance que ces trois auteurs, cette tradition brentanienne avait, notamment par rapport au grand débat qu'a agité la philosophie du XXe siècle et qui continue aujourd'hui à nourrir les disputes entre les philosophes, entre les deux traditions de philosophie analytique et philosophie continentale. Et je vous ai dit, en fait, ces trois auteurs-là, et Brentano en particulier, il est avant le divorce. Donc il vous permet de comprendre ces deux branches de la philosophie qui se divisent par la suite. On a vu ensuite le projet de Brentano, mettre la psychologie sur la voie d'une science. Et pour ce faire, il ne faut pas commencer par la psychologie génétique, il ne faut pas commencer par regarder les neurones, il faut faire de la psychologie descriptive. Décrire les choses telles qu'elles nous apparaissent, en particulier décrire ce que c'est qu'un état mental, les différents types d'états mentaux. Et puis on a vu les trois critères de division, de distinction des états mentaux et des états physiques non mentaux qu'envisage Brentano, l'espace, l'intentionnalité et la conscience qu'on verra la prochaine fois plus en détail. Donc pour la prochaine fois, il vous faut lire livre 2, chapitre 1 que je mets en ligne très bientôt. Demain sans doute, aujourd'hui au mieux. Merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine.